Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 octobre 2019. Ah, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous dire. Mais il va falloir que je me limite à un certain nombre de choses. J'avais envie de vous parler, j'entends un rire. C'est toi, Fabienne, qui rit? Bon, voilà. Fabienne, elle trouve ça drôle que j'ai tellement de choses à vous dire. Mais je vais me limiter à une seule. Hier, j'ai reçu la visite de deux bons jeunes amis qui sont de sacrés chercheurs. Je vais, naturellement, je vais taire leur identité, mais ils m'ont révélé, l'un d'entre eux m'a révélé certaines choses qui m'a turlupiné. Et je voudrais pas garder ça pour moi, je voudrais partager ça avec vous. En fait, je voudrais partager avec vous mon étonnement et ma perplexité, mon trouble également. Alors, ce jeune ami, en mettant toutes les précautions oratoires possibles afin qu'il ne soit pas identifié. C'est pas simple, mon truc, mais bon. Ce qu'il m'a raconté, ce sont des informations de première main. C'est-à-dire, c'est un homme de terrain. Alors, ce n'est pas l'homme qui a vu l'ours, ce ne sont pas des sources secondaires, ce sont des sources primaires faites sur le terrain. Alors, il me racontait que dans le Grand Nord québécois, dans les communautés Inuit, Inuit et Innu, hein? Bon, mais surtout Inuit, on appelait jadis, dans mon jeune temps, les Esquimaux. Mais dans mon jeune temps, les Esquimaux existaient encore d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y avait encore des résidus de leur mode de vie ancestral, plusieurs fois millénaire, et la rencontre, on peut même pas appeler ça une rencontre, en fait, le choc civilisationnel, et ici le mot civilisation, mettons-le entre guillemets, ou encore en italique, eh bien, a été dévastateur pour eux. On ne passe pas d'une société nomade à une société tout à coup encabanée, où tout est différent. Le mode d'alimentation, d'abord, les, les, les animaux duquel ils pouvaient se nourrir, certains d'entre eux ont disparu. Leur mode de vie ancestral, c'est des nomades, donc ils se déplaçaient d'un campement à l'autre. Leurs mœurs, leur manière de vivre entre eux, tout ça a été ravagé, complètement éradiqué. Et, et, et ils n'ont plus ils n'ont pas encore acquis la capacité de faire face à ça. C'est d'imaginer un peu. Là. Nous, nos civilisations, on, on subisse des transformations technologiques, mais on y va tous ensemble et c'est graduellement. C'est pas toujours positif, c'est pas toujours pour le bien commun, mais on est tous pris dans la même galère. Mais eux, c'est comme si une météorite les avait complètement frappés là, de plein fouet. Et ils peuvent pas s'adapter comme ça. Ils peuvent absolument pas s'adapter comme ça. S'adapter à quoi aussi, hein? S'adapter à quoi? Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est pas là le sujet de cette vidéo-là. Ça se passe à plusieurs niveaux, ce que j'ai à vous dire. Il y a une chose qui m'a raconté. C'est que régulièrement, dans ce grand nord québécois où les froids d'hiver peuvent atteindre moins 50 degrés Celsius, des zones de désolation, avec des taux de criminalité. À titre de comparaison, c'est comme s'il y avait 500 meurtres à Montréal. Hein, des communautés de quelques milliers à peine d'habitants. Il y a des choses terribles qui se déroulent dans ces communautés-là, complètement déstructurées. Alors régulièrement, ces communautés-là et les policiers, qui sont les... En fait, les policiers sont la seule ressource effective de terrain. Ils font tout. Ils font office de travailleur social, ils font office de psychologue, ils sont aux premières lignes et puis ils sont à l'arrière aussi.
Ce jeune homme-là me racontait qu'une nuit, il y a quelques années, sur une population de quelques milliers d'habitants à peine, on a arrêté 40 personnes, une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes. Le petit poste de police était plein à craquer. Et il a même fallu menotter à l'intérieur des prévenus en plein mois de février, en mettant le chauffage, naturellement. Alors, les quelques voitures de police étaient remplies à pleine capacité. Une nuit de fou, là, quoi. Ça y est, une nuit de fou. Hein? Imaginez un peu, c'est pas la nuit boréale, là, c'est une nuit de délire total. Et que ces policiers-là, eh bien, sont sans arrêt exposés à une souffrance qu'on a peine à imaginer, hein, dans nos sociétés hyper confortables. Et donc, pour ajouter à ce désarroi-là, et non pas absence de ressources, parce que je vais faire une autre parenthèse, c'est que il me racontait que même si on mettait 1 milliard de dollars dans cette région-là, qu'on construisait les hôpitaux les plus modernes, les plus sophistiqués, qu'on envoyait des contingents de travailleuses et de travailleurs sociaux, des psychologues, qu'on mettait toutes les ressources disponibles, ressources monétaires, intellectuelles, eh bien, on n'y parviendrait pas. On n'y parviendrait pas. Et que ce qu'ils appelaient des intervenants en hélicoptère, des gens formés dans nos institutions universitaires, qui sont englués, dévorés plutôt par le sentiment de culpabilité et une envie féroce de repentance, eh bien, et qu'eux sont convaincus que bardés de diplômes et de certitudes et de culpabilisation rampante, eh bien, ils seraient capables de faire une différence. Eh bien, plus ils sont convaincus d'avoir les outils et la capacité de faire la différence, et plus ils sont dévastés. Au bout de 6 mois, il faut les ramener par hélicoptère, car toutes leurs certitudes ont été éradiquées, ont été balayées, que tout leur savoir théorique, le vent terrible les a balayés. Alors, et que ceux qui étaient capables de faire face à cette souffrance existentielle insondable étaient des gens intellectuellement moins appareillés. Des esprits plus simples, aurions-nous envie de dire. Des esprits capables d'accepter l'inexpugnable souffrance. Et qu'au fond, pour parvenir à... Parce qu'il faut garder le contact, évidemment. Là, on peut plus se retirer, puis leur dire, bon, ben, revenez à votre mode de vie nomade, et puis on vous laisse tranquille. Non, c'est plus possible maintenant. La dévastation et la responsabilité qui est la nôtre est telle que nous ne pouvons plus nous retirer. Et ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ils appellent la politique des petits pas. Être là, accompagner, souffrir avec, souffrir d'un œil, comme disent les bouddhistes, encaisser, résister, subir, rester là, souffrir avec, souffrir sans relâche, ne jamais désespérer, ne jamais abandonner, toujours avancer, souffrir avec. Où on peut apprendre ça? Dans quelle institution pouvons-nous apprendre à supporter la souffrance d'autrui et apprendre à supporter l'impuissance à venir en aide à autrui, que toutes nos certitudes intellectuelles balayées, qu'il nous reste qu'une invraisemblable capacité à endurer la souffrance. Où pouvons-nous apprendre ça? Une fois qu'on a appris le lexique de quelques-unes de ces tribus, qu'on a appris les mots, l'histoire, une fois qu'on a appris, qu'on a acquis quelques connaissances de base en anthropologie, comment pouvons-nous vivre avec cette impossible souffrance? Et puis du point de vue intellectuel, et là c'est là aussi parce que les intellectuels, je m'inclus dans le lot,
avons toujours des réponses à tout. Ça, je dirais, on reconnaît un intellectuel à sa capacité d'avoir toujours des réponses à tout. Mais il y a des domaines de la vie, et ils sont nombreux, ces domaines-là, dans le monde de la vie, où il n'y a aucune réponse possible. Et ça, comment accepter ça pour un esprit formé, pour un esprit avec une grande capacité de théorisation? Comment accepter l'impuissance intellectuelle? Comment accepter ça? Alors, c'était fascinant. C'était fascinant d'écouter ce jeune homme me raconter ce qui se passe ce qui se passe au niveau existentiel dans les diverses tribus autochtones, dans les diverses communautés, dis-je, autochtones qui sont il n'y a pas une communauté autochtone. Il y a des dizaines et des dizaines. Et toutes sont différentes, tant par la culture, par la langue, par les conditions de vie économiques aussi. Hein? C'est pas... il y a tellement d'énormes disparités entre elles que c'est de faire la cartographie de toutes ces différences-là. Et puis, on parle même pas à l'intérieur d'une même communauté aussi, où les règles claniques, les règles ancestrales ne sont pas les mêmes. C'est d'une complexité, c'est à la fois d'une richesse aussi, mais quasi inextricable. Alors, je vais conclure là-dessus parce que c'est quasiment ça qui m'a le plus effaré dans son témoignage qui était... j'aurais eu envie de dire, hey, on se fait une vidéo, là, raconte-nous tout ça. Mais il peut pas. Alors moi, je ne peux qu'en mauvais rapporteur, si je peux dire, je ne peux que vous relater ce que mes oreilles ont entendu. J'y ai pensé toute la soirée hier, mais je vais conclure avec cette image-là complètement ahurissante. C'est que, outre tout ce que je vous ai décrit comme situation difficile, inextricable, eh bien, il y a des coucous, il y a des illuminés, assoiffés de repentance et pourris de culpabilité, et la cervelle truffée d'a priori idéologiques, qui débarquent dans ces contrées lointaines, glaciales, hostiles, et qui débarquent en encombrant les places publiques de leur présence. Ils viennent de partout. Hein? Ils viennent du Québec, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la France. Et là, ils se sentent coupables et ils portent sur eux toute la culpabilité de l'Occident, de la civilisation occidentale. Et ils débarquent, ils se mettent à genoux sur les routes de gravelle, ils débarquent partout, ils font des discours, ils se roulent par terre, ils battent leur coulpe, ils font repentance. Et ils viennent ajouter aux difficultés, alors les policiers, aux difficultés que vivent ces communautés-là autochtones. Et là, les policiers, qui ont déjà fort à faire, comme je vous avais expliqué avec la folie qui règne dans ces milieux-là, eh bien, ils doivent gérer la folie des Occidentaux qui débarquent dans ces territoires-là, qui débarquent et qui viennent aggraver la situation avec leur délire. Alors ce dernier point, là, j'imaginais, et que là, c'était un vrai problème, parce qu'ils encombraient les salles communautaires, peu nombreuses, ils encombraient, et qui, par leur simple présence, venaient ajouter au désarroi ambiant. Alors ça, cette information-là que j'ai le plaisir de partager avec vous, eh bien, elle m'a sidéré. Elle m'a sidéré. Je savais qu'on est dans une espèce de folie. Hein? Vous n'avez pas besoin de moi pour l'entendre. Des fois, je me demande si cette folie-là du monde, il y a plein de choses, moi, je m'aperçois que je suis largué, hein, disons-le franchement. Eh bien, c'est pas parce qu'on a atteint un tel niveau de confort, de bourgeoisie, hein, l'esprit petit bourgeois, j'aurais envie de dire, que maintenant, on a à gérer des situations qui ne sont que le fruit de l'imaginaire délirant de certains coucous qui, finalement, sont trop confortables, trop protégés dans leur existence.
et finalement, ils n'ont rien d'autre à foutre que de délirer. Voilà. C'est tout ce qui leur reste comme option. Ils sont trop bien. S'ils étaient plus exposés aux duretés de l'existence, travailler durement pour gagner sa pitance, peut-être qu'il n'y aurait pas de temps à perdre à échafauder des théories ou avoir des comportements complètement insensés. Bon, je vais me limiter à ça. J'avais envie encore de vous parler du printemps 2012, de ce que j'y ai vécu, de pourquoi j'y étais aussi. Je pense dans mon cas, je cherchais l'amour. Ouais. Les masses en fusion. Les masses en fusion, tout est coup. Hein, les masses en fusion, c'est quand toutes les conditions historiques sont réunies pour que tout à coup, il y ait une sorte d'effervescence sociale où tout le monde se retrouvait, hein, les anarchistes, les écologistes, les indépendantistes, les socialistes, les gauchistes, certains conservateurs de droite y étaient aussi. Aussi curieux que ça puisse paraître, parce que dans cette question-là, pas juste de gratuité scolaire, il y avait la marchandisation, le refus de la marchandisation du savoir est une vision assez conservatrice, somme toute. Mais je me demande combien de gens, au fond, n'étaient pas dans la rue parce qu'ils cherchaient l'amour. Et je pense, si je suis bien honnête avec vous, que c'était mon cas. Ouais. Il est dans la rue, le mec, parce qu'il cherche l'amour. Ouais. Ah ben là-dessus, écoutez, je vais revenir là-dessus parce que je m'étais fait beaucoup d'amis, comme je l'ai raconté, et quelques-uns d'entre eux ont disparu de ma vie pour toutes sortes de raisons. Hein. Les masses en fusion, ça se refroidit vite. Les singularités, les aspérités entre les divers types de personnalités, de caractères, tout ça, une fois que la lave sociale s'est refroidie, ben chacun retrouve son quant à soi. Chacun se retrouve soi et avec ses particularités. Et ce qui nous faisait nous mettre en mouvement les uns les autres, eh bien, les raisons objectives, eh bien, avaient disparu. Mais moi, j'ai en tête ceux qui se sont... les quelques-uns que j'ai connus qui se sont suicidés. Et même, et ça aussi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais bon, certains d'entre eux ont même changé de sexe. Je veux dire, on en est là. Tu sais, 2012. Et à l'époque, je me souviens, il y avait beaucoup de livres qui paraissaient quasiment au même moment que les événements avaient lieu. Et je me disais, il y a un désir il y a un désir de tabletter ce qui se passe. Et là, on est 7 ans plus tard, 7 ans et demi plus tard. C'est comme si c'était rien passé. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est maintenant au juste qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je l'ai dit dans une vidéo antérieure, ça a été finalement une révolution culturelle. On le voit, il y a de nouvelles maisons d'édition qui ont pris le pouvoir réel, symbolique. Les nouveaux auteurs qui sont apparus, j'en fais l'expérience dans ma librairie. On me demande pratiquement que des auteurs contemporains. Ça, j'aimerais bien me procurer, comme libraire, à titre de libraire, des auteurs publiés chez Héliotrope, ou les poètes de l'Écrou, ou La Peuplade, ou le Cartanier. Mais on m'en propose très peu, somme toute. Et c'est ceux-là que les gens me demandent dans ma librairie. C'est assez bizarre à observer. Pendant quelques décennies, j'ai vendu... je continue à en vendre, mais on me demande du José Yvon, on me demande du Nelly Arcan, on me demande du Kevin Lambert, mais on me demande pratiquement plus Gabriel Roy, Baraquin. C'est comme si tout à coup, il appartenait à un patrimoine, au patrimoine intellectuel et culturel du Québec. Et que j'avais écrit en boutade, bon, il y en a qui l'ont compris, mais des fois, l'écriture, ça rend pas le son de la voix. Hein. J'avais écrit
au fond, Hubert Aquin et tous les autres, là, Gabriel Roy, Anne Hébert, Claude Gauvreau, ben, finalement, on s'approche du moment où ils vont appartenir à la littérature du terroir. C'est une plaisanterie, là. C'est une vraie plaisanterie. Une plaisanterie qui a été plus ou moins bien reçue, mais appartenant assurément à un ordre ancien, à quelque chose même si Hubert Aquin ou Gauvreau ou Ducharme ou Anne Hébert, ce sont des auteurs hyper modernes dans leur écriture, dans leur conception. Mais cette modernité-là semble aux yeux de mes contemporains un peu vieillotte, un peu dépassée, un peu fait image ancienne, un peu, ça fait carte postale en noir et blanc. Comme des vieilles reprises au hockey. Hein. La vieille joke de Mordecai Richler. Les Canadiens français, ils applaudissent 2 fois un but du Canadien. La première fois, quand le but a été compté, et la deuxième fois, quand on représente le but en reprise. Ça, c'est ce que Mordecai, il nous tirait à boulet rouge sur nous. Ouais. Mais Mordecai était très, très, très en colère de voir à quel point ses compatriotes d'expression anglaise étaient obéissants, par exemple. Ah, ça, là, ça le rendait fou. Il invitait ses compatriotes à se révolter, à s'insurger contre la loi 101. Il les trouvait mous. Ah, qu'il les trouvait mous. Ah, c'était effrayant comment il les trouvait. Il les trouvait sans colonne vertébrale. Il pouvait bien faire des jokes, ces Canadiens français, puis dire que les filles du roi, c'était des prostituées. Un grand auteur, mais... ouais. Mais c'est ça qui arrive aussi, hein? Les artistes, ce qu'ils ont de mieux, ils le donnent dans leurs œuvres, dans leurs travaux. On se disait ça, Fabienne et moi, ce matin. N'a jamais envie. Faudra jamais rencontrer les gens, les artistes qu'on admire. Ce qu'ils nous donnent, là, ce qu'ils nous donnent de mieux, c'est dans leurs œuvres. Puis des fois, dans certains cas, il ne leur reste plus rien du tout. Hein. Ils sont vidés. Là. C'est des coquilles vides. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné dans un livre. Hein. Ils ont tout donné dans un livre et après, il ne reste plus rien. Pas grand-chose, en tout cas. Pas grand-chose qui est susceptible de nous intéresser, de nous émouvoir ou de nous toucher. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Si vous êtes gentil, je vous ferai visiter l'atelier de Fabienne. Si vous êtes sage, je vous ferai visiter l'atelier de Fabienne. Voilà. Et puis pour le reste, la librairie, elle est ouverte. Même si vous n'êtes pas sage, vous pouvez déambuler dans cette librairie pleine à craquer de livres. J'en suis rendu à penser qu'ouvrir ma propre librairie, en fait, ouvrir la porte de la librairie est en soi un acte révolutionnaire. Là, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée à tous.